Bonjour à tous, ou bonjour pour ceux que j'ai pas vus ce matin. Donc Anne Valrich, conseillère agricole énergie à la Chambre d'agriculture de Normandie. On va débuter l'atelier sur la méthanisation, donc avec différents intervenants pour cette table ronde. Alors je vais vous représenter juste rapidement l'action 5 sur le programme Équifumier. Donc c'était pour étudier la voie de valorisation de la méthanisation. Donc on avait pour idée de faire des enquêtes pour recenser un peu les unités de méthanisation qui traitaient du fumier équin ou les porteurs de projets qui visaient une valorisation de cette matière-là. Ensuite de créer un outil de calcul pour évaluer la pertinence d'intégrer du fumier équin dans les unités de méthanisation, de réaliser un guide pratique à destination des structures équestres ou des porteurs de projets d'unités de méthanisation sur la valorisation du fumier équin en méta, et de mettre en relation les différents acteurs pour faire émerger des projets de valorisation. Donc je reprends les éléments que je présentais ce matin sur le potentiel méthanogène du fumier équin. Du coup, la question qu'on se posait, c'était voilà, est-ce que le fumier équin a un intérêt en méthanisation? Et pour ça, donc, il nous semblait important de rassembler toutes les données qui existaient sur les potentiels méthanogènes. Pourquoi cette valeur-là? Parce que le potentiel méthanogène, c'est la valeur qu'on utilise pour caractériser des matières et leurs intérêts en méthanisation. En fait, c'est la quantité maximale de méthane produit par unité de masse. Donc, c'est vraiment sur cette valeur qu'on s'est concentré pour définir si le fumier équin était intéressant ou pas. Donc, c'est exprimé en mètres cubes de CH4, donc de méthane par tonne de matière organique. Et donc, c'est cette unité que vous allez retrouver dans les différentes slides. C'est en général une analyse en laboratoire qui est réalisée pour obtenir ce potentiel méthanogène. Donc, comment on a procédé pour faire cette synthèse? Du coup, on a étudié la bibliographie, on a rassemblé plusieurs études bibliographiques, notamment beaucoup qui nous ont été transmises par Pauline de l'IFCE, et on a rassemblé aussi des données qui provenaient de la filière. Donc, on a sollicité les acteurs de la filière méthanisation, des constructeurs, des bureaux d'études, des laboratoires avec lesquels on a l'habitude de travailler, pour rassembler toutes les analyses qui pouvaient exister sur ce potentiel. Et donc on les a rassemblés dans un fichier Excel. On a d'abord fait un travail d'harmonisation de l'unité, parce qu'en fait le potentiel méthanogène peut être exprimé parfois dans des unités différentes. Donc on a harmonisé tout ça et on a travaillé à partir de cette base de données pour produire cette synthèse. Donc, ce qu'on peut vous présenter aujourd'hui, c'est quelques valeurs moyennes sur ce potentiel-là. Vous avez tous les détails dans la synthèse que vous pouvez trouver à mon stand ou qu'on peut retrouver sur Internet. Donc là, ce sont les valeurs moyennes du potentiel méthanogène du fumier équin. Donc la valeur moyenne, c'est 183,6 mètres cubes de CH4 par tonne de matière organique. Ça rassemble tout type d'effluents confondus, donc rotin sol, fumier sur paille et fumier sur copeaux, et également il y a 20 données pour lesquelles on n'avait pas de précision quant au type d'effluent, c'était juste indiqué fumier équin. Donc on a quand même intégré tout ça, et tout ça, ça nous fait une moyenne, la moyenne que je vous présente, sur ces 68 données. Donc voilà, c'est au total. Et donc cette moyenne, elle est assez proche des moyennes de potentiel méthanogène des fumiers bovins, donc qui est à 203 mètres cubes de CH4 par tonne de matière organique, mais qui est inférieure à celle du lisier de porc qu'on utilise aussi beaucoup en méthanisation, qui est à hauteur de 302 à peu près. Ce qu'on remarque, c'est que la qualité du fumier équin, elle est très variable. On peut le voir parce qu'on a un minimum et un maximum qui ont un écart type, voilà, très important. On va de 20 à 330. Donc quand on demande est-ce qu'un fumier équin a un bon potentiel méthanogène, c'est difficile de répondre comme ça, parce que ça diffère vraiment selon les fumiers. Donc du coup, on a essayé de classifier le potentiel méthanogène par type de fumier. Donc on a classé en crottin sol, fumier sur copeaux et fumier sur paille.
Donc sans surprise, on a pu voir que le fumier sur paille a un meilleur potentiel méthanogène que les deux autres. On n'est pas étonné parce qu'on savait déjà que la paille elle-même a un bon potentiel méthanogène. Donc ces résultats, voilà, on n'était pas surpris, mais ça confirme ce qu'on pensait. Et au contraire, le fumier sur copeaux a un potentiel méthanogène un peu moins intéressant parce qu'il est composé de matières ligneuses, le bois, et que ça, c'est pas forcément intéressant en méthanisation puisque ça inhibe l'action de certaines bactéries. Donc plutôt à éviter ou alors en petite quantité. Voilà, fumier sur paille et crottin sol sont les plus méthanogènes et le fumier sur copeaux est moins intéressant. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait un autre facteur, c'était la durée de stockage. Alors, on n'avait pas forcément énormément de données sur les temps de stockage, mais ce qu'on remarque, c'est que globalement, c'est un paramètre qui est quand même important à analyser parce que ça peut vite changer les valeurs, parce que plus un fumier est frais, plus il a un bon potentiel méthanogène, et s'il est stocké très longtemps, plus de 6 mois, là, on voit que les potentiels méthanogènes ont tendance à être moins importants, ça a tendance à dégringoler. Alors après, voilà, ces valeurs, elles sont à regarder quand même avec des pincettes parce qu'on n'avait pas énormément de données et pas pour toutes les catégories. Vous pouvez le voir sur le fumier sur paille, on arrive à avoir des données sur plusieurs durées de stockage alors que c'est pas le cas pour le crottin sol, par exemple. Donc voilà, la durée de stockage, c'est un paramètre qui est très important. Plus il sera frais, plus il sera enlevé à une fréquence régulière, plus il sera intéressant en méthanisation. Ensuite, on a décidé d'étudier le potentiel méthanogène aussi en fonction de la fiabilité de la source, parce qu'on a des données qui provenaient vraiment d'études bibliographiques et des données qui venaient de la filière. Donc, dans les données des études, des articles scientifiques, ce qu'on a appelé là biblio, donc il y avait 42 données, ce sont des données où on connaît les conditions dans lesquelles le potentiel méthanogène a été analysé. Ce sont des conditions de laboratoire qui sont connues, donc on peut estimer que le potentiel méthanogène qui est évalué est plutôt correct, alors qu'on a des analyses des acteurs de la filière où on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait, on n'a pas les durées de stockage, on n'a pas forcément même le type de litière. Donc du coup, parfois, c'est pas forcément évident d'analyser ces données, mais on s'est dit qu'on pouvait pas les mettre de côté parce que ce sont quand même des données de la filière, de terrain, et que c'est un bon retour d'expérience et qu'il fallait les intégrer, mais qu'à un moment, voilà, on les a différenciés. Ce qu'on remarque, c'est que les moyennes sont proches et que c'est le fumier sur paille, voilà, qui est le plus méthanogène. Donc, ça confirme bien les données qu'on avait trouvées précédemment. Ce qu'on peut conclure donc sur le potentiel méthanogène du fumier équin, c'est que donc on a donné une valeur moyenne qui peut être utilisée pour l'ensemble des fumiers équins si jamais voilà, une unité de méthanisation on lui propose un gisement et qu'elle sait pas le type de fumier que c'est, elle sait pas combien de temps ça a été stocké, elle peut au moins utiliser cette moyenne là qu'on a produite. Ensuite, l'analyse des potentiels en fonction de la durée de stockage, elle permet de mettre en évidence que voilà, les fumiers les plus frais sont quand même les fumiers les plus méthanogènes. On a voulu essayer de faire aussi en fonction du type de chevaux parce qu'on avait quelques analyses qui nous précisaient ça, mais on n'a pas eu suffisamment de données pour pouvoir faire des moyennes ou une analyse vraiment significative là-dessus. Mais bon, de manière générale, on aimerait quand même continuer à abonder cette base de données avec des pouvoirs méthanogènes nouveaux. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire d'autres analyses qu'on n'a pas pu produire à ce jour. Ensuite, en termes de conclusion, du coup, pour répondre à la question est-ce que le fumier équin a un intérêt en méthanisation, la réponse est oui, c'est un intrant pertinent en méthanisation, d'autant plus quand c'est un fumier qui est pailleux. Donc cette synthèse des potentiels méthanogènes, on l'a créée en fait dans le but de faire un outil de calcul qui permettrait d'estimer le potentiel énergétique d'un gisement de fumier équin. Donc je vous ai fait une extraction de ce à quoi ressemble l'outil là actuellement. Donc en fait c'est un fichier Excel qui permet de mettre la quantité de fumier équin que l'on possède en fonction du type et en fonction de la durée de stockage, et ça permet de faire une estimation de la production en méthane et derrière de faire des estimations
de potentiel énergétique à la fois sur la valorisation en cogénération et à la fois sur la valorisation en injection. Donc voilà, vous avez plusieurs données énergétiques qui sont estimées par rapport à la quantité que vous allez intégrer. Donc ça, cet outil il peut être utilisé à la fois si vous avez un projet sur votre structure et donc là vous mettez tous les tonnages que vous avez en fonction des types de litières que vous possédez, ou alors pour une unité de méthanisation à laquelle on proposerait un gisement de fumier équin. Rapidement, il peut mettre, voilà, on me propose 1000 tonnes, ça me fera ça en plus sur mon unité et voir au niveau énergétique qu'est-ce que ça va lui apporter. Et donc ce que je disais ce matin, c'est que donc les fumiers sur copeaux, en proportion, voilà, il faut pas en mettre trop dans le méthaniseur, c'est pas impossible. Mais du coup, on a mis à droite justement une notion de proportion, et donc ça, l'outil vous indique justement si en vert c'est acceptable ou si en rouge vous avez une proportion qui est trop importante, et auquel cas il faut éviter ce gisement. Donc voilà, cet outil est alimenté par la base de données des potentiels méthanogènes. Et on a voulu ajouter à l'outil de calcul aussi une notion de distance pour aller chercher le gisement. Donc là, ce petit calcul-là permet d'estimer la distance maximum à laquelle on peut aller chercher l'approvisionnement, et ça reste rentable. Alors ça, c'est notamment pour si vous sollicitez des unités de méthanisation, vous leur proposez votre gisement, ou voilà, qui vous interroge sur est-ce que je peux prendre votre fumier équin. Ça, c'est vraiment pour qu'ils puissent voir rapidement si ça vaut le coup d'aller chercher à telle distance en fonction de votre fumier. Donc c'est des onglets qui peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre. Donc voilà, cet outil il est en ligne sur le site des chambres d'agriculture, et il va être en ligne aussi sur la plateforme Valfumier où vous retrouvez l'ensemble des ressources. Merci beaucoup Anne. Donc on va passer à la table ronde sur le sujet de la méthanisation. J'invite les personnes du coup qui sont concernées par cette table ronde à venir nous rejoindre de ce côté-là. Voilà. Et donc la grande question qu'on se pose, c'est comment on intègre le fumier équin en méthanisation, quelles solutions techniques on peut trouver, et comment on monte un projet voilà, de méthanisation aujourd'hui, qu'on soit structure équine ou pas. Donc on a différents profils de personnes autour de cette table. Je vous propose qu'on commence par une présentation très succincte de chacun, en disant voilà qui vous êtes, pour quelle entreprise vous travaillez ou pas. Et ensuite on passera, voilà, je vous poserai des questions. Donc, bon, normalement, vous avez suivi Anne Valdrich de la Chambre d'agriculture. Juste par rapport à l'accompagnement, du coup, nous, on accompagne les porteurs de projets de méthanisation sur toutes les phases de leur projet, donc que ce soit en fumier équin ou non. Bonjour, Stéphane Touche, Société Urbiz. Nous, on est un développeur de projets de production de gaz renouvelable, donc par méthanisation. Et on développe actuellement un projet sur le Havre, et on travaille effectivement avec Anne de la Chambre d'agriculture de Normandie pour ce projet. Bonjour, Marie-Hélène Surroy, je travaille à GRDF, donc le distributeur de gaz national. Nous, on accompagne les porteurs de projets, notamment pour savoir faire une étude sur la raccordabilité de leur projet pour injecter sur nos réseaux, et notamment la capacité d'accueil du réseau pour pouvoir accueillir leur production de biométhane. Bonjour à tous, Ludmila Lamarche de la société Agriopal. On est exploitant de biométhanisation. On a 7 sites en fonctionnement et en construction. Et nous avons aussi une technologie pour granuler le fumier de cheval afin d'en faire des granulés d'énergie pour la biométhanisation. Merci. Renaud de Sainte-Marie, donc société Métharéagir pour la méthanisation bien sûr. On travaille en partenariat avec 3 procédés donc de méthanisation, voie liquide, voie sèche, voie pâteuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Et selon les intrants et les quantités à traiter, on va orienter le projet vers tel ou tel type de solution. Bonjour, Régis Lécuyer, je suis un porteur de projet basé sur les écuries de propriétaires de mon frère, Chaumontel, dans le Val d'Oise, à côté de Chantilly. Donc je suis un exemple d'utilisateur.
Donc, le sujet aujourd'hui, comme je disais, c'est comment intégrer du fumier équin en méthanisation. Donc, j'aimerais déjà qu'on resitue un peu le contexte sur nos deux régions, Normandie et Île-de-France, pour savoir où on en est au niveau méthanisation en général et ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de méthanisation qui intègre du fumier équin ou pas et pourquoi. Et donc, pour ça, je vais interroger Anne et Marilène donc de l'ACRAN et de GRDF pour répondre à cette question. Alors pour la partie GRDF, donc aujourd'hui il y a 48 sites qui injectent en Île-de-France sur les réseaux de GRDF. Les processus qui intègrent des fumiers équins pour le moment sont assez rares. Nous n'en avons que 4, mais c'est une belle opportunité pour les producteurs de biométhane de pouvoir diversifier leurs intrants. Donc c'est une vraie thématique aujourd'hui pour nous et pour les agriculteurs qui viennent nous voir de pouvoir diversifier leurs intrants. Et sur la Normandie du coup ? Donc pour la Normandie, actuellement, donc là je vous ai mis une carte des installations d'unités de méthanisation qui sont en fonctionnement à date d'avril 2022. Donc on a plusieurs sites donc sur plusieurs départements, sur les 5 départements qui sont répartis à peu près de manière homogène, mais avec une concentration quand même dans l'Orne et dans la Manche. Et on a au total donc 153 unités en fonctionnement. Ensuite, donc pour la part de fumier équin, donc sur ces 153 sites, on en a 8 qui traitent du fumier équin. Ça représente un tonnage annuel de fumier traité de 6500 tonnes par an. En ce qui concerne la part du fumier équin dans la ration, elle est située entre 100 et 3000 tonnes, soit entre 0,5 et 15% de la ration, sauf dans un cas où l'unité de méthanisation elle est portée par une ferme équestre, et donc dans ce cas-là, la proportion est bien plus grande, c'est 60% de la ration qui est dédiée au fumier équin de la structure équestre, qui est traitée sur place. Ensuite, en termes de procédés de méthanisation utilisés sur ces 8 unités, il y a une voie sèche continue, une voie sèche discontinue sur la microméthanisation. Il y a 2 autres voies sèches continues, il y a une inversion sur des unités territoriales et 5 voies liquides sur les unités agricoles ou des collectifs agricoles. Et donc, on a aussi recensé plusieurs projets qui veulent traiter du fumier équin, qu'on prévu d'en traiter, notamment le projet d'Urbiz. Donc, 5 projets identifiés en Normandie. Donc, une unité territoriale en voie liquide, une unité territoriale en voie sèche continue, une unité collective agricole en voie liquide, une unité individuelle à la ferme où le procédé est encore à définir parce que c'est vraiment en émergence, et une unité sur un lycée agricole en voie sèche. Ça représenterait 11 500 tonnes par an supplémentaires, donc aux 6 500 que je vous ai présenté avant. Donc ça fera ça va doubler largement la proportion qui est traitée. Et donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est que, à la fois dans les unités qui sont déjà en fonctionnement et dans les projets, c'est que le fumier équin est plutôt considéré comme un intrant d'appoint, qui vient compléter une base qui est déjà plus sécurisée que des projets qui sont basés sur du fumier équin. Donc, la proportion prévue reste assez faible. Et j'ai noté aussi qu'on a des exploitants d'unités de méthanisation et des porteurs de projets qui sont en recherche en fait de fumier équin en Normandie et qui, à l'inverse, eux trouvent pas quoi. Donc d'où on essaie de mise en relation parce que il y a des demandes des deux côtés en fait et des fois ils n'arrivent pas à se repérer quoi. D'accord, merci pour ce petit panorama. Ça me semblait essentiel de se rendre compte de la situation actuelle. Donc du coup, on voit bien que la proportion d'unités qui prennent du fumier de cheval aujourd'hui, elle est vraiment pas grande au vu de ces chiffres. Et donc, comment ça se fait ? L'idée, c'est aujourd'hui, on a un fumier équin qui est quand même très pailleux par rapport à d'autres effluents d'élevage. Et donc, c'est
en général ça qui pose problème, plus voilà d'autres soucis qu'on a évoqués ce matin, notamment la propreté du fumier. Donc on a des personnes qui qui se sont penchées sur la question, sur comment on peut intégrer le fumier équin en méthanisation et qui ont développé des solutions techniques. Donc je vais laisser Monsieur de Sainte-Marie et Madame Lamarche vous exposer leurs solutions et comment voilà ils se sont penchés historiquement sur la question et comment ils ont réussi à trouver des solutions qui potentiellement fonctionnent. Le fumier équin, tout dépend des proportions. Quand on parle d'unités 100% fumier équin, en général, c'est plutôt des petites tailles. Donc là, effectivement, c'est un procédé bien particulier qu'on pourra évoquer. C'est Mobigaz en discontinu voie sèche. Si c'est en mélange avec des produits plus humides, etc., ça peut être de la voie pâteuse ou de la voie liquide. À chaque fois, il faut se poser la question de la préparation, parce que notamment le fumier équin et notamment les chevaux de course ou les chevaux qui sont, on va dire, bien soignés, il y a des fibres longues et il est bien sûr préférable de faire une préparation avant de les intégrer directement dans le méthaniseur, dans le réacteur de dégradation. Et pour ça, donc il y a soit une simple étape de broyage, soit des systèmes avec recyclage, etc. Je pense pas qu'on va rentrer dans le détail des possibilités techniques, mais c'est important d'avoir cette préparation en amont. Et après, dans le digesteur, c'est simplement, il faut éviter les problèmes. Par exemple, en voie liquide, on pourrait avoir des problèmes de flottation si on injectait du fumier directement ou des fibres d'une manière générale. Donc ça, tout ça, c'est quelque chose qui se prévoit. Il y a des solutions qui existent. Le tout, c'est de les prendre en compte dès le début du projet. D'accord, très bien. Et donc du coup, vous parliez de préparation. Il me semble que Madame Lamarche a une solution pour préparer le fumier, voilà, et l'intégrer au mieux en méthanisation, même si c'est encore à l'état de prototype. On est toujours en veille de éventuellement l'émergence de ce type de solution. Alors du coup, nous, on a rencontré les mêmes problématiques sur nos méthaniseurs. Quand on a essayé d'intégrer du fumier de cheval, on a eu deux problématiques. Tout d'abord, la lignine, qui est présente dans les copeaux, mais qui est aussi présente entre 6 à 7% dans la paille et qui rend ça très indigeste pour certaines des bactéries sur nos méthaniseurs, et aussi le problème de flottaison. Donc on a fait un petit tour européen et on a trouvé une technologie, un brevet qui résout cette problématique grâce à la fois à un système de préparation qui divise le crottin avec la paille, puis un pré-traitement pour le broyage, un séchage, et ensuite une granulation qui nous permet, nous, en méta, de pouvoir le digérer et l'inclure dans notre production de manière plus efficace, tout en libérant le pouvoir méthanogène et en cassant la lignine, et en permettant ainsi de libérer le carbone présent dans la paille. Voilà. Super, merci pour ce résumé. Et donc, vous en êtes où pour le moment? Vous avez donc, comme vous disiez, des unités de méthanisation. Et donc, cette technologie-là, où est-ce qu'on en est, quoi? Alors, on a effectivement 7 unités de méthanisation. Cette technologie-là nous a donné pas mal de résultats en labo. Donc, il était temps de passer à l'unité industrielle qui est en construction aujourd'hui dans le nord de la France, donc sur notre siège social à Cuques, du côté du Touquet, et sera en production dès le début de l'année prochaine. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez envie de faire des visites pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Une question, quelle est la consommation d'énergie pour faire le granulé? Alors, c'est une technologie assez énergivore. Donc, on est sur la consommation électrique qui est assez conséquente, mais on est en train de travailler aujourd'hui en vue de la situation actuelle, en plus avec l'électricité, sur des chaudières à combustible notamment. Néanmoins, quand on calcule le gain apporté en production de méthanisation, en libérant ce pouvoir méthanogène, en le doublant quasiment face à la consommation d'énergie, on reste avec un bilan énergétique qui est quand même très positif. Le but d'Agriopal, on est une entreprise qui est très très responsable sur les intrants. Donc on met pas de culture dans nos méthaniseurs. C'est pour ça aussi qu'on a cherché une technologie pour valoriser ces intrants. C'est une problématique qui nous touche particulièrement, donc on est très vigilant à ce que le bilan énergétique reste positif. Très bien, donc on a vu qu'il y avait quand même des solutions à cette problématique. Il y a des personnes qui se penchent sur la question depuis un moment et qui aujourd'hui développent des solutions.
et jusqu'à des porteurs de projets qui sont actuellement en train de monter leur projet et qui donc réussissent malgré tout à créer un projet avec du fumier équin. Et donc je voulais maintenant qu'on ait le retour d'expérience de Monsieur Touche et de Monsieur L'Écuyer sur l'intégration du fumier équin en méthanisation et un peu la jeunesse du projet, etc. Oui, donc comme la plupart d'entre vous, on produit du fumier. Se poser la question de comment s'en débarrasser, si on peut dire. Il y a 30 ans, quand on a créé notre écurie, les champignonnaires achetaient le fumier. Après, elles voulaient bien le prendre. Après, elles le prenaient plus. Donc, ce sont des agriculteurs qui venaient le chercher. Le problème qu'on a rencontré avec les agriculteurs, c'était le temps, savoir quand est-ce qu'ils pouvaient venir, et maintenant le coût aussi du déplacement, s'ils ont beaucoup de kilomètres à faire, avec le prix du gasoil. Donc on a réfléchi avec mon frère et on a décidé d'essayer de monter une unité de méthanisation. Surtout qu'autour de nos écuries, on est à côté de Chantilly, donc il y a un gisement de fumier qui est assez important. Et donc, on a regardé les différentes solutions. Effectivement, il y a des aides qui peuvent être apportées par le département et par l'ADEME, mais pour faire ces aides, il faut avoir une étude de faisabilité, c'est-à-dire de se soumissionner à un bureau d'études pour qu'il étudie si notre projet est rentable ou pas. Et cette étude nous a permis de dimensionner notre projet et de savoir ce qu'on allait faire du gaz produit. Et donc, la taille de notre projet, c'est 12 000 tonnes d'intrants, dont 7 000 tonnes de fumier équin, et que l'on va valoriser après en injectant le biogaz dans le réseau GRDF. Voilà, les gros problèmes pour monter une unité de méthanisation soi-même, c'est le temps. Ça prend énormément de temps. Et c'est l'administration française. Nous, le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est en zone protégée. Et donc, on passe par les architectes des bâtiments de France et différentes commissions qui cherchent tous les moyens de nous mettre des bâtons dans les roues, pour être simple. Mais on va y arriver. Merci. Donc, un super projet sur une structure équestre en Île-de-France qu'on suit depuis un moment. Et on a aussi Monsieur Touche qui a un projet en Normandie, près du Havre, je crois. Merci. Oui, donc nous on développe un projet de méthanisation depuis 2 ans et demi sur le Havre. On a fait faire une étude du gisement en fait mobilisable sur le pays de Caux dans un premier temps, parce que nous on n'est pas un acteur justement du monde équestre ou agricole, mais on avait identifié cette zone comme une zone avec un potentiel intéressant du fait de l'absence de méthanisation dans un certain périmètre. Donc on a fait faire une étude de gisement par un bureau d'études qui s'appelle Biomasse Normandie et qui effectivement dans le gisement mobilisable autour du Havre avait repéré le fumier équestre. On s'est rapproché de la Chambre d'agriculture pour travailler avec les agriculteurs qui souhaitent mettre de la matière à disposition. Et en Normandie, on a souvent des agriculteurs qui travaillent avec des centres équestres sous la forme en fait d'échanges paille-fumier. Et l'objectif, nous, de travailler avec ces centres, c'est de s'insérer dans cette boucle en venant en fait récupérer le fumier en sortie du centre équestre et restituer du digestat à l'agriculteur. Donc en fait, on complète cette boucle en permettant la production d'énergie à partir de cette matière. Effectivement, vous parlez des difficultés d'acceptabilité. Nous, le projet, on a voulu le positionner sur une zone industrielle pour éviter justement ces problématiques-là. En l'occurrence, ce sera la zone industrielle-portuaire du Havre, où on se situe à proximité également immédiate de consommateurs de biométhane, donc de gaz naturel. On a beaucoup de gros acteurs industriels à proximité immédiate, et ces acteurs, un grand nombre d'entre eux, sont très intéressés pour passer en fait du gaz naturel, au moins en partie, vers du biométhane, de manière à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ce projet, vous voyez, c'est un projet qui va permettre de valoriser des ressources du territoire dans un rayon d'une 30aine de kilomètres autour du site d'implantation, pour avoir du biométhane qui va être consommé vraiment le plus proche possible du site où il va être produit.
Et donc effectivement, pour ce qui concerne plus spécifiquement le sujet du fumier équin, il y a pas mal de centres équestres dans le pays de Caux. Donc ça a été relativement facile, mais je remercie l'IFCE pour la communication des acteurs équins dans le pays de Caux. Et ça a été relativement facile, effectivement, d'expliquer notre démarche et donc de les faire adhérer dans ce mode de valorisation donc triangulaire entre une exploitation agricole, le centre équestre et donc la méthanisation. Alors ça nécessite effectivement de le préparer, ce fumier. Nous, on en passe environ 3000 tonnes sur un tonnage total de 25 000 tonnes. Et effectivement, il faut qu'il soit désintégré. Enfin, il faut un désintégrateur à l'entrée pour qu'il soit préparé, pour qu'on ait effectivement des tailles suffisamment petites pour que ce soit correctement intégré dans le méthaniseur. Et on sera aussi en voie liquide infiniment mélangée, donc c'est un parti pris de notre part, c'est la voie liquide infiniment mélangée, pour lequel, dans une certaine proportion de fumier équin, dans la mesure où il a été bien préparé, sachant que chez nous il viendra en complément de fumier également bovin, dans la mesure où il est bien préparé, peut tout à fait fonctionner en méthanisation. D'accord, très bien, merci pour la présentation de ces projets. Je voudrais maintenant qu'on se mette un peu à la place de quelqu'un qui serait intéressé par monter un tel projet. Du côté de la Chambre et de GRDF, comment vous pouvez, à quel moment vous intervenez dans un montage de projet, comment vous accompagnez les porteurs de projets et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en tant que moi si je veux monter une unité, qu'est-ce que je peux trouver auprès de vous? Côté Chambre d'agriculture, donc on accompagne les porteurs de projets d'unités de méthanisation un peu sur toutes les phases de leur projet. Déjà quand ils ont l'idée de faire ça, en général on fait un premier rendez-vous où on explique aussi ce que c'est la méthanisation, puis on répond aux idées reçues parce que parfois il y a beaucoup de questionnements et de rumeurs qu'on peut entendre là-dessus, donc qu'on réexplique bien le process, comment ça fonctionne. Et donc on commence par faire des études en fait de faisabilité, évaluer si le gisement qui est disponible permet de produire suffisamment d'énergie pour faire une unité de méthanisation rentable, et on étudie la voie de valorisation la plus appropriée. Est-ce qu'on part sur de l'injection de gaz? Est-ce qu'on part sur de la cogénération, donc production d'électricité et de chaleur? Donc voilà, on fait toutes ces études préalables, techniques et financières, et ensuite donc on les renvoie vers les différents acteurs qui gravitent autour d'un projet de méthanisation, les financeurs, que ce soit public, les banques, d'autres acteurs comme les réseaux de gaz, pour tous les débouchés. Et ensuite, on peut les accompagner sur la partie dossier administratif. Donc accompagnement au permis de construire, au plan d'épandage, au dossier ICPE, tous les dossiers administratifs qu'il y a à réaliser. Puis ensuite, dans le suivi de l'unité, on est encore là pour apporter du conseil, du suivi biologique, du suivi réglementaire. Donc globalement, on les accompagne sur toutes les phases du projet et même après. Du coup, côté GRDF, quand un projet vient jusqu'à nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on étudie déjà la possibilité de le raccorder sur notre réseau. Donc, soit sur notre réseau directement, nous, GRDF, ou sur le réseau de GRT de transport. Il faut savoir que la France a été découpée en zonages. Ces zonages ont été validés par la CRE. Et en fait, pour pouvoir augmenter la capacité d'accueil, soit on peut être amené à faire des renforcements de réseau, soit à faire des zones, ce qu'on appelle rebours. Un rebours, c'est un gros compresseur qui, en gros, va renvoyer le gaz jusqu'au consommateur. Donc, en fonction de nous aussi, on réalise une étude de faisabilité, de savoir qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction du projet. Et ensuite, on les accompagne également aussi un peu dans les démarches administratives, etc. On essaye aussi, en fonction de leur type d'entrant, de faire de la mise en relation en fonction de nos connaissances. On a fait également un schéma directeur pour étudier les gisements qui étaient disponibles. En Île-de-France, les gisements méthanisables possibles, 7% de ces gisements représentent du fumier équin aujourd'hui. Donc c'est possible. Si un porteur de projet vient nous voir mais que sa maîtrise d'entrant n'est pas totalement complète, on peut l'accompagner là-dessus également.
Et puis ensuite, lorsqu'il se lance dans le projet, sur toutes les étapes, permis de construire, ICPE, etc., jusqu'à la mise en service et jusqu'à l'exploitation, GRDF les suit jusqu'au bout de leur process. D'accord, très bien. Écoutez, on a un joli panel de toutes les étapes d'un projet. Je ne sais pas si l'un de vous a quelque chose à rajouter. Si on peut passer aux questions. Alors moi, j'ai juste un petit mot. S'il y en a qui sont très très intéressés, on fait une matinale le 9 décembre à Nemours, où il y aura des établissements bancaires, des constructeurs et des agriculteurs. Donc si jamais c'est à titre de prospection, si certains ont envie de venir, venez sur notre stand et on vous en parlera avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en, c'est l'occasion. Oui. Moi, je voudrais savoir si on peut maîtriser que du fumier de cheval. Aujourd'hui, on maîtrise le fumier, mais pas le reste. Et voilà, est-ce qu'on peut maîtriser que du fumier de cheval? Oui, mais... Oui, on peut le faire, mais c'est vrai que c'est des conditions particulières. On a vu tout à l'heure dans un système pâteux ou voie liquide qui sont les plus souvent utilisés, il faut faire au minimum un pré-broyage, donc un broyage soit à sec avant la méthanisation, soit en milieu liquide pour utiliser moins d'énergie. Et à ce moment-là, on travaille en recirculation sur le réacteur. Donc ça, c'est quand on est dans des systèmes classiques avec des matières en matière sèche en entrée entre 20-25%. Ça, c'est simple entre guillemets. Si on veut travailler sur du fumier équin à 100%, on est entièrement en matière sèche. On peut aller, c'est la paille, on peut aller jusqu'à 70%, etc. Sur du fumier équin seul, on peut arriver jusqu'à 50-55% de matière sèche en entrée du digesteur. Et là, c'est un problème parce que soit on prend le procédé classique et il faut faire ce broyage, le diluer, ça veut dire le chauffer de l'eau de dilution ou des déchets liquides en dilution. Donc on va consommer encore de l'énergie, encore de la chaleur, de l'agitation. Donc il y a une voie possible en voie sèche, discontinue, pour des petites quantités, et c'est pour ça que j'en avais parlé avec l'IFCE à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut traiter du fumier équin à 100% sur des valeurs de 1000 à 4000 tonnes pour une ligne de méthanisation voie sèche, ou de lignes jusqu'à 8000 tonnes. Et là, effectivement, on est en voie sèche, mais on n'a pas d'agitation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas... On va faire le pré-broyage du fumier, mais le fumier va rester statique, donc on n'aura pas de problème de mélange et autres. On va faire une percolation sur ce fumier qui va être entré tel quel dans un conteneur. On n'a pas d'image, mais on pourra présenter ça plus en détail par la suite. Et là, pour tout ce qui est fibres, que ce soit de la paille, du fumier équin, du fumier bovin, des déchets verts, des tontes de pelouse ou du raigrade, enfin tout ce qui est résidus agricoles, notamment en tige, on va pouvoir traiter des matières sèches jusqu'à sans valeur de limite, jusqu'à 70%, 80% si on voulait mettre de la paille sèche. Le tout, c'est de le préparer en amont et d'ajuster la température. En général, on va être à 40 degrés, 42 degrés pour avoir des bonnes conditions de dégradation. Et après, on va adapter le temps de séjour. Alors, c'est à la fois un mix technico-économique, c'est-à-dire qu'on va voir si ça se trouve en 4 semaines, on aura 80% de la dégradation qu'on attend. Si on laisse 5 semaines, on ira un petit peu plus loin, vers 90%. Après, est-ce qu'on a intérêt à multiplier, à augmenter les dimensions de l'unité et avoir plus de biogaz, de méthane, soit on vise un optimum économique en réduisant un petit peu le temps de séjour, mais au global, on aura une rentabilité peut-être plus importante. Donc la réponse est oui. Après, il faut effectivement formaliser. Si c'est sur des quantités, je vous dis entre 1000 et 4000 tonnes ou 8000 tonnes s'il y a 2 lignes, il n'y a pas de problème majeur. Malheureusement, c'est pas en ces termes-là. C'est-à-dire qu'on va, si c'est bien dimensionné, on va récupérer, mettons qu'il y a un potentiel méthanogène de 100, je dis une valeur 100 dans l'absolu,
Si on adapte le procédé, etc., on va tout récupérer. Après, savoir si on va le récupérer, au lieu d'avoir 100 en fumier équin, donc mettons 100 tonnes, 100 tonnes de fumier équin qui sera à 50%, ou du coup, en le diluant 200 tonnes, ces 200 tonnes, il faut les chauffer, il faut les mélanger, donc on va avoir une consommation énergétique plus importante. Et en termes de dimensionnement, on va être aussi important. Dans un milieu liquide ou pâteux, on va mélanger, on a des besoins d'énergie, donc des besoins d'énergie et des besoins d'entretien, de maintenance. Là aussi, le fait de travailler en système statique par voie sèche, on va diminuer tous ces coûts d'exploitation. Le gros intérêt de ces... Alors, il faut que ce soit des petites unités. Si on travaille sur ces petites unités voie sèche, on reste très compact. 1000 tonnes, mettons, ça va être sur 500 mètres carrés, 3-4 000 tonnes sur 1000 mètres carrés. Très simple d'installation, très faible coût d'exploitation, très faible consommation énergétique. Et on parlait des coûts de transport, d'épandage. En fait, si un site, un centre équestre veut traiter sur place, 500 mètres carrés, normalement, ça se trouve. On limite les problèmes de transport. Et pour les coûts d'épandage, le digestat, on va avoir un digestat, on n'a pas amené de diluant liquide, donc on a un digestat compact. Et donc l'épandage, on va limiter le nombre d'allers-retours et utilisation de tracteurs, puisqu'on aura des charges plus concentrées en NPK directement. Donc l'intérêt de la voie sèche, il se fait sentir si effectivement on a les intrants correspondants. Après, il y a des obligations. S'il n'y a pas assez d'intrants, il faudra peut-être le mélanger à d'autres. S'il y a une unité de fabrication, de production de jus de fruits, ou si au contraire c'est de la boulangerie et des déchets secs, ou si au contraire on a du raisin gras. Donc, il faut vraiment optimiser le sujet. Donc, on peut faire. La voie liquide, la grande justification, c'est qu'elle permet de passer un peu partout, c'est-à-dire tout type d'intrants, mais pour ça, il faut amener une valeur à l'entrée entre 20 et 22% de matière sèche ou 25 maximum. Ça veut dire donc un certain dimensionnement, un certain coût, un coût d'infrastructure aussi, parce que si vous avez un réacteur de 30 mètres de diamètre ou un système voie sèche beaucoup plus compact, même chose, la préparation du terrain, les VRD, tout ça sont en conséquence. Donc, quand c'est possible, voie sèche, ok. C'est simplement, voie sèche, vous avez comme une percolation sur le système. Donc la montée en température, chaque casier est chauffé et le percolat, le digestat liquide, donc va chauffer dans une boucle qui est réchauffée. Donc on monte tout ça à 42 degrés et très vite on a un système homogène à 40 degrés. Et de plus, sur un système voie liquide, par exemple, on a le système du fermenteur et on a un gazomètre important, nécessaire par définition pour stocker le biogaz. Là, il faut aussi, alors c'est une déperdition thermique, puisque bien sûr, il y a un vide. Donc là aussi, pour chauffer, on va perdre un petit peu de chaleur pour ça, alors que dans un système compact, plus il est compact par définition, et moins on va avoir de perte de chaleur. Les casiers sont remplis à peu près à 80% de leur volume en matière à digérer. Il me semble qu'on avait une autre question juste derrière. Il y a des gens qui ne sont pas forcément pour la méthanisation, critiquent beaucoup l'utilisation de l'eau pour justement au niveau de la méthanisation. Ils disent que c'est assez consommateur d'eau. Pour l'avenir, est-ce que c'est un projet à court terme? Ça devient un problème aussi. Tout à fait. Donc, quel est l'intérêt, je pose la question, quel est l'intérêt de la méthanisation aujourd'hui si c'est pour consommer peut-être de l'eau plus qu'on en aura à disposition? C'est ce que je disais, si on peut passer en voie sèche, on va limiter cette consommation. On n'a pas besoin de diluer. Oui, mais là, c'est pas la voie. Il y a beaucoup de méthanisation. Alors, on voit bien que c'est pas la voie sèche. En voie liquide, oui. En voie liquide, il y a deux choses. Soit les intrants sont proches des 20-25%, soit on est encore très sec. De toute façon, il y a une obligation quand vous avez des stocks à l'extérieur. Les lixiviats de stockage, vous êtes obligé de les récupérer et de les traiter dans le process. Donc déjà, ces quantités liquides, il faut les intégrer. Ça va venir dans le sens du besoin de dilution, etc. Et s'il faut rajouter de l'eau, ce serait vraiment dommage, c'est pas le but. En général, il faut traiter
des déchets liquides. Hein, je parlais par exemple d'industrie de boissons ou autres, il peut y avoir ça. Même dans les déchets d'abattoir, il y a des parties, il y a des rejets liquides aussi. Ils sont encore riches. Je n'ai pas d'exemple autre, mais disons, il faut éviter. On parlait de lisier de porc, par exemple. Bon, ça peut servir. Voilà, il y a toujours. Non, il n'y a pas toujours, mais disons qu'il y a souvent moyen de trouver des déchets liquides qui vont jouer ce rôle de dilution. Hein, le but, évidemment, c'est pas de consommer de l'eau. Comme vous dites, ça va devenir une denrée suffisamment rare pour ne pas la gaspiller. Peut-être quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur la question de l'eau ? Oui, pour compléter, en fait, c'est quand même assez rare qu'on rajoute de l'eau. En fait, l'eau, elle vient des déchets, des autres déchets, donc type lisier ou biodéchets qui sont remplis d'eau, déchets de légumes, déchets de fruits. Ça, c'est vraiment rempli d'eau. Ce sont aussi la gestion des jus. Donc sur l'unité, tous les jus sont récupérés. Ces jus de stockage, tout ça, c'est plein d'eau, donc on remet ça. Les eaux pluviales, tout est collecté et voilà, et c'est avec ça qu'on liquéfie les méthanisations en voie liquide et rarement quand même de l'eau. Alors il peut y en avoir une petite partie, mais du coup c'est vrai que en tout cas c'est pas tant un problème que ça, l'eau sur les unités de méthanisation en voie liquide. On n'en utilise pas autant qu'on peut le penser. Effectivement, il faut quand même avoir ces déchets liquides si on en a besoin. L'eau, alors bien sûr, on peut recycler. Il faut faire attention en général. Il y a le problème d'azote qui va se poser si on recycle de manière trop importante ou si on met des intrants très azotés. Je parlais de déchets d'abattoir, par exemple. On va être très riche. Bon, sur la paille, on a quand même de l'azote, etc. Donc la seule limite dans le recyclage et la minimisation d'eau, c'est de bien vérifier l'aspect azote. Et là, il y a des outils pour contrôler ça. L'azote est un inhibiteur de la méthanisation hein, quand on arrive en excès. Donc on a des outils de conduite et de surveillance pour combiner à la fois le pH, la température et le taux d'azote pour rester dans des zones bien définies qui permettent de continuer la méthanisation dans de bonnes conditions. Monsieur Bougeant. Pour apporter peut-être un complément d'information par rapport à la question de voie liquide, voie solide. Nous sommes également un constructeur d'unités de méthanisation et aussi on propose une voie solide discontinue. Et il y a beaucoup d'acteurs ici et je crois que pour ce qui concerne les fumiers des équins, qui sont des matières dont on a vu ce matin qu'elles étaient très intéressantes sur le plan agronomique et énergétique, effectivement, la voie solide discontinue, malgré tout, et c'est peut-être pas très courant de le dire comme ça, mais je crois que dans l'univers du cheval, je crois que ça me semble être une solution parfaitement adaptée. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes sur un grand projet qui va effectivement travailler en voie solide discontinue, et c'est une voie extrêmement vertueuse parce qu'elle est effectivement très sobre en eau, et aussi très sobre en électricité, ce qui fait qu'on est sur des systèmes qui sont tout à fait adaptés, me semble-t-il, à la valorisation énergétique des fumiers équins. Voilà. Très bien. Écoutez, si on arrive au bout des échanges, je vais remercier tous les participants de cette table ronde. Merci pour vos interventions, vos témoignages.